Bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait effectivement un petit moment, mais c'est pas grave, on reprend sur 2025. Un des objectifs que je me suis donné, c'est de faire une vidéo par mois, voilà, en fin de mois. Le contexte n'est pas fou en ce moment, voilà, on est en train d'essayer de se battre contre le fascisme, là, tous, collectivement. Nous sommes le 22 janvier, tu connais le contexte politique actuel. Comme toi, ça fait 3 jours que je suis sidérée, comme toi, ça fait 3 jours que vraiment je suis tétanisée par l'angoisse, la peur. Et en fait, je refuse de ne rien faire. Et alors, il y a plein de choses que je vais faire de manière anonyme dans ma vie, et ça, tu n'as pas besoin de le savoir. Mais une autre chose que je peux faire, c'est utiliser les canaux qui sont à ma disposition pour parler d'autre chose que des idées nauséabondes que je vois et qui sont diffusées via d'autres canaux. Et je dis pas que ça va suffire, loin de là, mais il y a des choses que je peux continuer de faire sur les réseaux sociaux, à savoir simplement, je pense que parler de mes lectures contribue aussi à ne plus être silencié, et il faut qu'on soit présent, et il faut qu'on s'exprime, et je n'ai pas les capacités intellectuelles ni mentales à te créer des vidéos avec un contenu incroyable, juste je lis des trucs. Et je pense que rien que d'en parler, même si je le fais de façon maladroite et en surface, même si ça reste en surface, ça sera quand même mieux que si je reste dans mon état de sidération. Donc, on y va ? Bonjour, c'est la moi du futur. Nous sommes le samedi 25 janvier et en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que des séquences avaient sauté. Donc je vais tout simplement les retourner. C'est pour ça que tu me verras habillée différemment. Donc, qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci ? J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres, dont 2 que j'ai vraiment adorés. Dans un premier temps, j'ai lu Préliminaire pour un verger futur de Karim Khattam dans sa version poche de chez Elisade. Karim Khattam, c'est un auteur palestinien qui est né en 1989 à Jérusalem et qui a grandi à Bethléem. Il s'agit d'un recueil de 3 nouvelles qui ont été écrites avant le début du génocide palestinien que l'on observe actuellement. Le recueil en soi, j'y suis restée assez hermétique parce que l'écriture est assez érudite, assez complexe, assez dense. C'est pas forcément une écriture que j'ai l'habitude de lire. Et j'avais très envie de lire cet ouvrage, tout simplement parce que c'est un ouvrage qui expose, dénonce et résiste. Ces 3 nouvelles ont été écrites, il me semble, avant 2021, puisque l'ouvrage est sorti en France en grand format en 2021. Mais pour la parution poche, Karim Khattam a ajouté une préface en vers libre qui est absolument à couper le souffle et qui est un pamphlet contre évidemment le génocide palestinien qui est encore en cours à l'heure où nous parlons. Et rien que pour cette préface, ça vaut le coup de lire cet ouvrage. C'est d'ailleurs peut-être la chose que je retiendrai de ma lecture parce que, comme je te dis, eh bien finalement, elle ne m'était pas... Je n'ai pas réussi à appréhender le texte. Et du coup, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à le lire. Mais en revanche, le long poème qui compose la préface de cet ouvrage ajouté par Karim Khattam est vraiment à couper le souffle et d'une puissance incroyable. Et pour ces 20 pages, je ne peux que te recommander l'ouvrage. En fait, c'est absolument sublime. Et je tiens des listes pour ne pas oublier, si on me demande de dire « Saviez-vous qu'ils ont aussi fait ci et aussi fait ça ?» Ne pas oublier la famine, ne pas oublier les épidémies. Ne pas oublier les enfants qui supplient, ne pas oublier les soldats qui se filment car tout est permis, car mon pays est retiré du monde désormais, et innommable désormais, et irrécupérable désormais, et je le dis à mes amis car j'ai peur, si j'arrête de leur dire qu'ils oublient, et j'inventorie pour que l'on saisisse demain et dans 10 ans l'étendue de l'irrécupérable, la profondeur de cette nuit. Et je te promets, mon âme, que par ma rage articulée, on comprendra la complicité de chaque soldat et chaque soldate, un par un, une par une, la complicité de chaque marchand qui prie, finissez-les, de chaque grand-mère qui jure, finissez-les, de chaque gentil père de famille qui, en bordant son enfant, dit « Gentiment, ne réveillez pas mon fils », mais finissez-les. Chaque étudiant qui, s'apprêtant à conclure sa dissertation, soupire, regrettable, dommage, mais finissez-les. Chaque écrivaine qui, des trémolos dans la voix, courbée sur son article, plaide. On a tout essayé. Je suis pleine d'empathie, si pleine que j'en crèverais. Cependant, il faut finir. Il faut. Donc finissez-les, mais poliment, de grâce, poliment. Chaque médecin qui dit
triste, mais finissons-en. Ou celui à Paris, à New York, qui s'en lave les mains et dit « J'en pleure le soir qu'on commette cela. Mais que faire? Qui puis-je » Et celle qui se lamente et me dit « Mon chéri, je n'y peux rien. » Et dans l'obscurité, je fortifie mon âme et je me dis que si je parviens seulement à énoncer la phrase juste, exacte, si au passage de cette nuit je la trouve, cette phrase juste, exacte, ce sera comme une lanterne pour éclairer le crime, les criminels et ceux qui les voient. Mais l'obscurité se referme sur moi. Ma rage confuse ne devient jamais claire. Pauvre lumière, à peine un peu de sentiment pour éclairer. Seulement les contours de l'horreur, sa forme mystérieuse, ses fantômes, sa nuit, son énigme. C'était beau, c'était important, c'était érudit, mais c'était beau et c'était important. Alors sinon, au mois de janvier, j'ai lu ça. Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman, qui est publié ici aux éditions B42. Bon, je pense qu'il est raisonnable de dire que je n'ai pas du tout aimé cet essai, que j'ai rarement écrit avec autant de seum dans un livre. Vraiment, j'ai corné toutes les pages. J'ai mis du typex partout, mais c'est pas possible. J'ai écrit avec des points d'exclamation dans les marges de mon livre. Je le relirai sans doute, parce que je l'ai abandonné, hein. Je ne suis même pas allée jusqu'à la dernière partie, je me suis arrêtée avant le chapitre sur les familles queer, maternité compensatoire et culture politique de l'escalade, parce qu'en fait, je suis persuadée, il faudrait que je lise les idées de l'autrice, mais écrites par quelqu'un d'autre que Sarah Schulman, parce que la manière qu'elle a de tenir sa démonstration est tellement osée, mais genre, tu sais, le culot. Malheureusement, sa démonstration tient uniquement sur ce que moi je considère comme de la psychophobie, comme de la victim shaming, donc de la culpabilisation, et comme la mécompréhension de ce qu'est réellement une réponse traumatique. Je ne vais pas aller plus loin, je t'en ai déjà parlé longuement sur Instagram, n'hésite pas à aller me suivre d'ailleurs là-bas, parce que je fais des stories quand je fais ce genre de lecture, où je t'explique au fur et à mesure, et ce que j'en pense au fur et à mesure. En revanche, les conclusions me semblent intéressantes, mais alors le raisonnement, je ne le comprends pas. Je vais pas très expliquer ce que j'ai dit sur Instagram, mais j'ai lu ça. Je comprends qu'il puisse plaire, je comprends que le titre est excellent parce que le titre résume le livre et tu peux t'arrêter au titre. Je voudrais relire ce livre mais avec une autre démonstration, c'est-à-dire que tout ce qu'on m'a promis dans l'introduction, à savoir expliquer le phénomène d'exagération du préjudice ressenti en cas de conflit qui peut se transformer du coup en agression, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, je l'ai pas eu. Je ne me suis jamais sentie agressée par le livre, simplement je ne suis pas d'accord du tout avec son raisonnement. C'est pas grave, je n'arrive tout simplement pas à dépasser la position de boumeuse qu'elle adopte en première partie du livre, avec des prises de position que je trouve déjà trop vieilles. C'était pas pour moi ce bouquin, c'est pas grave, c'était un essai. J'ai essayé un essai, c'est ça que je voulais dire. Et ça n'a pas marché, voilà, j'ai pas aimé du tout. Mais au moins j'ai pris du plaisir à écrire dedans et à m'agacer un peu. Pourquoi pas ? Et puis je t'en ai parlé sur les réseaux sociaux, c'était l'occasion d'avoir des chouettes discussions sur Instagram. C'est pas grave, ça arrive. On passe à la suite. Et la suite, elle est là. J'ai lu Croc fendu de Tania Tagaq aux éditions Christian Bourgois, je crois. Mais là, c'est la collection poche, ouais, c'est ça. Collection poche de Christian Bourgois. Et j'ai adoré, c'était une dinguerie, j'ai trop aimé ce livre. Tania Tagaq est surtout connue comme étant une chanteuse de gorge internationale qui a donc entre autres collaboré avec Björk, mais qui fait aussi de la scène, enfin qui est une chanteuse, qui est une artiste musicale reconnue, et c'était aussi une écrivaine, une autrice, et dans Croc fendu, elle va nous parler des années 70 dans le Nunavut, et elle va nous proposer le récit d'une adolescente inuite au cours de finalement comme un récit d'initiation si tu veux, parce que on la voit toute petite et puis on la quitte adulte. Et alors c'est à la fois extrêmement poétique, extrêmement onirique, extrêmement psychédélique et alors extrêmement violent. C'est aussi un récit qui se veut politique et qui nous explique l'enfer, l'enfer que ça a été pour les adolescents et les enfants inuits dans les années 70 parce que ils ont tout simplement été enlevés
à leur famille et placés dans des camps. Et dans le récit, c'est l'adolescente dont on n'a d'ailleurs pas le prénom, et c'est pas grave, je mets une punaise sur cette idée, parce que, je t'en parlerai un tout petit peu après, cette adolescente dont on ne connaît pas le prénom va se réapproprier sa culture, sa voix. Elle va se réapproprier ce qu'elle voit lui être enlevé à travers cette politique coloniale des foyers. Et l'adolescente qu'on va suivre tout le long du récit, on ne connaîtra pas son prénom. Et ce n'est pas grave du tout. Et je pense que c'est même très malin, parce que comme on passe de chapitres courts en interludes poétiques et autres chapitres courts, est-ce qu'on suit une seule voix ou est-ce qu'on suit toute une conscience collective? Est-ce qu'on suit tout un groupe d'individus? Est-ce qu'on suit toutes ces jeunes femmes qui pourraient être contenues dans notre héroïne? Et au milieu de cette cacophonie de violence, on entend notre narratrice, on la voit dériver, on la voit se réapproprier à la fois sa voix, sa langue, sa culture, la langue qu'on essaye de lui enlever. Il y a littéralement des passages je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais je l'ai noté. Aïe, pardon. Il y a littéralement tout un poème que je n'ai pas pu lire parce qu'il était en inuktitut, pardon pour la prononciation, et malgré le fait que dans l'ouvrage on y trouve l'alphabet phonique, je ne parle pas cette langue, donc je ne peux pas te dire ce qui est écrit dans ce poème, mais il apparaît au moment où justement la narratrice se désespère du fait que cette langue disparaisse et qu'on lui en impose une autre, pas forcément l'anglais d'ailleurs, on lui en impose une autre, alors que la langue qu'elle aime, la langue de sa famille, la langue de sa culture, est évincée. Et je trouve ça brillant de nous permettre d'en lire sans que le sens nous soit accessible, parce que finalement cette langue ne nous appartient pas et il n'est pas à nous de savoir la lire, mais simplement d'accepter qu'elle existe. Et je trouve ça génial, et c'est un peu ça tout le long du bouquin, c'est-à-dire oui, c'est pas grave si tu comprends pas, juste tu me lis, tu m'écoutes. Oui, c'est très psychédélique, oui, il y a des passages où, je vais être honnête avec toi, je me suis endormie plusieurs fois en lisant ce roman parce que tout simplement j'étais fatiguée et il se passe pas grand chose à certains passages, et il y a certains passages qui vont au-delà de ma compréhension. Peu importe, c'était magnifique, c'était splendide et c'était une voix que j'avais envie d'entendre, et je suis très très heureuse de l'avoir fait. Surtout la fin du bouquin, je me suis enfin décidée à écouter la musique de Tanya Tagaq, parce que c'est quand même assez particulier, je suis pas du tout habituée à ces sons-là, et donc il fallait que je me familiarise avec son travail. Et ça m'a fait vivre une expérience incroyable, parce que le tout, ça donne quelque chose d'extrêmement fort, de puissant, de bruyant, de coloré. Ça prend de l'espace et c'est splendide, vraiment crofendu. C'était une expérience incroyable, j'ai adoré. Je suis ravie de l'avoir faite en décalé, mais quand même avec vous sur le Discord, puisque c'était notre lecture commune du mois de novembre, figure-toi, et que comme tu le sais, la fin d'année 2024 a été trop compliquée pour que je puisse être présente, mais c'est fait, voilà, je l'ai fait en janvier 2025, et c'est avec le recul, même si mon expérience de lecture a été sportive, c'est un coup de cœur. Voilà, c'était incroyable. Je lirai, je pense, tous les livres de Tanya Tagaq. Et vraiment, c'était incroyable, je te le recommande grandement. L'extrême énergie de cette héroïne très punk semble rencontrer la force vive oubliée de tout un monde d'animaux totems et d'ancêtres hagards. C'est un contact profondément intime et physique sous la lumière miraculeuse des aurores boréales. C'est bien résumé pour te donner l'ambiance du texte, l'ambiance poétique du texte, mais bon, Libération passe totalement à côté du message politique qu'il y a derrière, parce qu'on est sur un ouvrage qui dénonce tout un système politique, qui dénonce une colonisation, qui dénonce une oppression, et là on passe, bon oui c'est très punk, c'est une héroïne très punk. N'oublie pas que c'est aussi et surtout un texte de réappropriation politique, un texte qui dénonce et un texte qui montre. Et quand je te dis un texte qui montre, prépare-toi, c'est violent. Les violences sexistes et sexuelles, elles sont partout présentes dans l'ouvrage. C'est pas juste beau et très punk, ok ? En tout cas, je t'encourage à le lire. C'était vraiment une lecture extraordinaire. J'ai du mal à t'en parler parce que j'ai beaucoup aimé. En janvier, j'ai aussi lu de la poésie. J'ai lu Douce Dibundo dans son recueil Infrasum, sous-titré Une poésie fâchée avec tout le monde, et c'est le cas. C'est publié aux éditions Blast. C'est un recueil de poésie libre,
éclatée même, explosive. C'est un recueil qui m'a beaucoup plu, dans lequel elle va laisser parler son seum et laisser parler sa rage. Et il ne faut pas tomber dans le piège de penser que parce que c'est de la poésie en colère, qui se révolte, c'est de la poésie spontanée, qui n'aurait pas été réfléchie. Au contraire, elle est vraiment très belle, la poésie de Douce Dibondo, parce que elle utilise la forme, elle utilise le rapport signifiant-signifié pour laisser exploser, ou laisser voir en tout cas les incohérences du système de domination dans lequel on se tient, et c'est beau, et ça permet à la fois de projeter sur un miroir, vraiment qu'on puisse pas le louper, tous nos défauts en tant que société, et tous nos défauts en tant que société, mais aussi tous les angles morts qu'on choisit d'avoir, et puis c'est aussi une poésie qui exprime le sentiment, l'émotion, c'est aussi une poésie qui est là pour refléter et pas juste pour pointer du doigt. C'est absolument magnifique, mais c'est beau, non mais regarde-moi ça. Je laisse à l'inconscient le soin des murs, des barricades de l'oubli et la lourdeur du déni. Mes yeux pendent désormais dans le miroir, des morceaux de mon corps se traînent, de la chambre à la salle de bain. Je me honte, me rage, me désespoir, je me reconstitue par le dégoût. Rien n'est plus à sa place. Les endroits de moi abritent le néant et quelques bribes de vengeance, et c'est l'art qui s'en charge. Tu pensais m'avoir brisé ? Oui, je l'ai été pendant des éons. Puis j'ai planté des boutures dans la cave de mes bleus. Métacure a fait le taf. Je suis une survivante rouge. J'ai cassé 1000 fois ton emprise et tes mains de béton. Je suis légion d'un corps où des failles coulent. La noirité. Period. Ça se présente de cette forme-là. Il y a vraiment un jeu sur la mise en page, la typographie, l'éclatement de la ponctuation, la répétition de la ponctuation. Quelquefois, on peut être très perdu, mais ce jeu sur la forme, forcément, ça fait le taf. Ça renforce les émotions qui sont exprimées, et c'est beau. Nous sommes la conséquence d'un troublant nommé blanchité, occident, modernité. Et je trouve qu'il y a, sur la 4e de couverture, il y a une phrase qui résume très bien la poésie de Douce Dibondo, je trouve, parce qu'elle pose simplement une question. Comment dire la rage qui nous habite face aux violences structurant nos vies et nos intimités ? Et aussi, en parallèle de ça, comment exprimer les parts monstrueuses qui habitent nos ombres ? C'était vraiment génial, c'est une de mes lectures favorites pour l'instant du mois de janvier. Alors tu me diras, j'en ai pas fait tant que ça, mais vraiment je m'en souviendrai. C'est une poésie que j'ai eu du mal à appréhender dans un premier temps, c'est normal. C'est vraiment une poésie que j'ai beaucoup appréciée, ça m'a permis aussi de découvrir Douce Dibondo, dont je ne connaissais pas le travail et qui est très active sur les réseaux sociaux, donc je vous encourage vraiment à aller la suivre, parce que c'est une poétesse militante qui fait un travail vraiment incroyable et qui mérite d'être entendue, donc j'espère que vous irez voir son travail. Et sa poésie, elle est vraiment très réfléchie, elle est splendide et accessible tout en étant un peu austère et mystérieuse. C'est vraiment une lecture que je retiendrai. J'ai pris beaucoup de plaisir à la lire et à la relire de temps en temps. Tu vois, j'ouvre et je me délecte de ces petits bouts. Et c'était vraiment très très bien. Je t'encourage à découvrir son travail. Ça fait beaucoup de bien à lire, en tout cas. J'ai adoré. J'aimerais aussi beaucoup te parler de L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy aux éditions Argile dans leur petite collection Récif, qui est une collection de textes fantasy écrits par des autrices. Margaret Killjoy, je l'avais déjà rencontrée dans son roman Un pays de fantômes. Et là, en l'occurrence, dans Un pays de fantômes, c'est l'histoire d'un journaliste qui va témoigner du conflit en cours entre une communauté anarchiste et un pays au régime militaire, il me semble. Je m'en souviens pas très bien, mais en gros, c'est quand même un mode d'emploi, un guide pour découvrir ce que c'est que l'anarchie. Eh bien, c'est à peu près la même formule que Margaret Killjoy applique dans L'agneau égorgera le lion, puisque l'on va suivre Danielle, qui est une femme à la recherche de réponses suite à la mort d'un de ses camarades. Et afin d'obtenir des réponses, elle va intégrer une communauté d'anards, voilà, qui vivent en autonomie dans un village abandonné. Et c'est à ce moment-là que débute le récit, puisque le récit va être teinté de fantaisie. Dans ce village, le cerf insère un esprit
serre, fait irruption, et il y a tout un débat sur la nature de cet esprit et ce qu'il faut en faire ou non. Et c'est l'intérêt en fait du roman, c'est de placer la notion de pouvoir et de violence au cœur des réflexions des protagonistes. Et c'est très intéressant en ce sens. Maintenant, on peut reprocher à cette novella exactement ce que je reprochais à Un pays de fantômes, à savoir que ça pêche au niveau de l'écriture, ça pêche au niveau de la mise en ambiance. Il n'y a pas forcément beaucoup de travail sur les descriptions, sur la poésie du texte, sur les détails. C'est très intéressant à lire à plusieurs. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait rétrospectivement parce que j'étais en retard, mais c'était une lecture commune d'un Discord auquel j'appartiens. Donc c'était très intéressant à lire en groupe, d'avoir des échanges, notamment en ce qui concerne les théories incluses dans l'ouvrage. En revanche, en tant qu'expérience solo purement littéraire, moi j'ai lu ce livre parce que justement je m'intéresse à la question de l'anarchisme et surtout à la question de la non-violence et de la violence et de la domination et de jusqu'où est-ce qu'on peut tenir ses idéaux face à nos contradictions, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de nos contradictions et de nos angles morts? Ça, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, mais c'était bien, mais c'était pas fou non plus, et je sais qu'il y aura une suite, puisque c'est le début des aventures de Daniel et qu'il y en aura d'autres. Je suis pas certaine que je les lirai, ou en tout cas pas toute seule. Je les lirai avec plaisir dans un cadre de discussion, dans un cadre d'échange, mais toute seule pour le plaisir parce qu'on est dimanche et que j'ai enfin le temps de lire. Non. Cela étant dit, ça me donne l'occasion de te parler d'un livre dont je ne t'avais pas parlé. Bouge pas, je vais le chercher, je vais le regarder. Et cet ouvrage, c'est Il faudra faire avec nous de Lé Agari aux éditions Les Étaques, qui est un véritable coup de cœur et qui tourne autour de cette thématique de l'anarchie. Mais alors là, on est plus... Non, tu sais quoi, je vais laisser la moi du passé t'en parler, parce qu'en fait, j'ai retrouvé des archives vidéo de moi te parlant de ce bouquin. Mais comme je t'en ai pas encore parlé sur la chaîne, je te le dis pour pas que tu sois étonné. Ce petit vlog que j'ai tourné avec mon téléphone et qui donc sera de moins bonne qualité que ce que tu as là, je l'ai tourné à l'hôpital parce que en septembre 2024 j'ai fait un séjour à l'hôpital parce que j'étais très malade. Rien de grave, je ne suis plus très malade, c'est juste ça a eu des conséquences quoi. Voilà. Et il se trouve que j'avais le temps de lire et j'ai eu le temps de filmer 2-3 trucs. Je ne te les ai jamais postés parce que j'ai jamais finalisé le machin. Mais là il se trouve que ce que je disais à l'époque vaut toujours aujourd'hui et que vraiment ça m'embêterait de ne pas t'en parler parce que j'ai loupé le coche de pas t'en parler. Donc je te laisse avec la moi du passé pour te parler de Il faudra faire avec nous. Bon, je suis encore là. Donc je vais en profiter pour te parler aujourd'hui d'un livre que j'ai lu ici, d'une traite, et qui m'a beaucoup plu. Et il s'agit de Il faudra faire avec nous, de Lé Agari, aux éditions Les Étaques, que je ne connaissais pas du tout. En fait, je suis tombée sur ce roman en faisant des recherches sur l'anarchie, parce que je voulais trouver des fictions qui parlaient d'anarchie. Et alors, Il faudra faire avec nous, c'est plus un... On parle pas forcément... bien sûr que si, mais le mot anarchie n'est jamais prononcé, par exemple. On est plus sur l'activisme et la révolte dans ce qu'elle a de plus concrète au quotidien, puisqu'on va suivre le quotidien d'une activiste, d'une saboteuse, tout le long de sa semaine, avec ou non ses équipiers et ses équipières. Et c'est passionnant. Et c'est la forme du roman en fait qui en fait une franche réussite, parce qu'on est sur quelque chose de très lumineux, très enthousiaste, très puissant. Il y a quelque chose de très empouvoirant en fait dans l'écriture de ce roman qui est au présent très très brève, et c'est une écriture qui est maîtrisée, ce qui est très rare. Et là, ça fonctionne extrêmement bien. Ça remet les pendules à l'heure si tu veux. La dernière phrase d'ailleurs de la 4e de couverture est très honnête à ce propos, je trouve, et c'est exactement ce qui m'a plu dans le roman. Il faudra faire avec nous restitue la généreuse spontanéité de celles et ceux qui désirent tout à la fois bousculer l'ordre social et constituer des collectifs audacieux. Si tu veux reprendre foi en l'humanité, si tu veux extérioriser ta colère en lui donnant du sens, tu peux lire Il faudra faire avec nous, qui fait vraiment... Voilà, ça fait du bien, ça peut être un mode d'emploi, et je trouve qu'au niveau de la plume, il y a vraiment des efforts qui sont faits, et
Et il y a beaucoup de phrases que j'ai soulignées, ou même des champs lexicaux, le champ lexical de la lumière, de la béatitude, est très présent pendant les scènes de sabotage, et c'est vraiment très intéressant. Et il y avait cette petite phrase que j'avais trouvée jolie: il est plus rentable d'aller chercher l'abject au fond de chacun que d'en appeler à ce qui nous reste d'intelligence. Et tu vois, en une seule phrase, tu as la critique du capitalisme, le média capitaliste, les éditorialistes réactionnaires, t'as tout en une phrase que je trouve très jolie. Donc c'est cet effort d'écriture-là dont je te parlais tout à l'heure. Et vraiment, je trouve que Lé Agari fait un grand travail d'écriture. Il y a un autre petit passage que je ne vais pas te décrire dans son intégralité, parce que comme le roman fait à peine 120 pages, je ne vais pas non plus tout te décrire dans le détail, mais il y a une phrase qui m'a beaucoup plu, et c'est pas une scène de sabotage, c'est même pas une scène d'activisme, c'est une scène sociale, tout simplement un groupe dans un lieu où la convenance voudrait que l'on soit plus calme, et il se trouve qu'ils font la fête et qu'ils font du bruit, et t'as évidemment des gens clichés de droite qui sont présents dans ce lieu également, et il y a la petite phrase que j'ai beaucoup aimée, parce que pour moi elle résume tout: la joie se propage suffisamment pour qu'il fasse profil bas. Je trouve ça génial. Bref, j'ai passé un très bon moment avec Il faudra faire avec nous, et je t'encourage à le lire, surtout si tu t'intéresses à la question de l'activisme, parce que c'est une belle fiction qui détruit les clichés. Ça fait du bien, c'était lumineux, c'est plein d'humanité, plein de chaleur. J'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce texte, j'ai même rien à dire de négatif sur ce texte, si ce n'est que il est court et que je n'aurais bien lu encore 300 pages comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Il faudra faire avec nous. Allez, on arrive bientôt au bout, il me reste un livre à te présenter et aussi à te parler du club de lecture pour 2025. J'ai lu It's Been Lovely But I Have to Scream Now, qui est une anthologie d'un zine féministe et queer qui était tenu par Marcia Burnier et Nelly Slim, deux autrices que tu as peut-être déjà vues sur les réseaux sociaux parce qu'elles y sont très présentes, et que ce sont Nelly Slim par exemple est une performeuse artistique, donc je t'invite à aller la suivre, et Marcia Burnier, c'est pas la première fois que je t'en parle sur cette chaîne puisque j'ai lu ces deux romans que j'ai adorés, qui sont également, tout comme ce recueil, publié aux éditions Cambourakis. It's Been Lovely But I Have to Scream Now, c'était un fanzine qu'on va, pour le reste de cette chronique, appeler It's Been Lovely, parce que sinon ça va être trop long et trop ridicule, pour moi en tout cas. Un fanzine que moi personnellement je n'ai jamais vu passer sur la toile, que je n'ai jamais vu passer dans mes librairies ou entre mes mains, donc je pense qu'il a été cantonné à une certaine région géographique, ce qui n'est pas grave, c'est très bien déjà qu'il ait existé, et c'est formidable d'avoir pu avoir une tribune. La préface de l'ouvrage est extraordinaire, les autrices reviennent sur la manière dont elles ont construit leur fanzine, leur expérience, et ce qu'elle ressentait de 2017 à 2019, parce que c'est la durée qu'a vécu le zine, et elle explique notamment qu'elles étaient face à une certaine colère et à un certain désespoir, c'est le truc dont je t'ai parlé en début de vidéo, tu vois. Elles ont écrit: alors on tente d'agir, que ce soit par les luttes collectives organisées ou par la littérature. C'est un moyen d'extérioriser les violences subies, de les montrer au monde, de dire: vous voyez, c'est de là que je viens. Ce qui nous tient, c'est transcender la douleur, s'en dépêtrer pour la donner à voir, pour que ça résonne à l'extérieur de nous. Elles ont recité une des autrices anonymes qui avait été publiée dans le zine. Je suis tellement énervée que je ne sais pas quoi écrire. Je sais juste que je veux écrire quelque chose, que je veux dire quelque chose, que je veux crier quelque chose de puissant et de fort pour comprendre l'impuissance que je ressens en ce moment. Et ce que j'aime avec cette préface et avec le fait que l'anthologie existe, c'est qu'on nous donne à voir la prise de position, la prise de place, la prise de pouvoir d'une parole libérée. Et ça, c'est magique. Créer cet espace, créer cette scène, créer cette tribune, aussi cantonnée soit-elle à une zone géographique ou à un certain milieu, il n'empêche que le fait qu'elle existe, c'est incroyable et c'est beau à lire. Et c'est aussi un exemple que cette sidération, cet effroi peut, voire doit être transformé en action. Et cette action peut passer par la parole. Qu'elle soit douce, qu'elle soit hurlée, la parole. Exister, prendre de l'espace,
se rappeler au monde qu'on existe en toute intégralité, qu'on est légitime en fait à exister, qu'on va pas s'excuser d'exister. Merci à ce livre d'exister, cette anthologie, parce que même 6 ans après, puisque le zine s'est arrêté en 2019, même 6 ans après, les textes résonnent et il y a une sorte de vérité universelle dans la lutte qu'on retrouve dans les textes là, dans lesquels je pense que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous peut se reconnaître si tu es un tant soit peu sensible à la question de l'humain. Voilà. Cette sélection de textes retrace aujourd'hui un moment d'émergence d'une langue queer et brûlante. Et je pense que c'est ce genre d'initiative-là, entre 2017 et 2019, dans la fin des années 2010, du coup, qui a permis l'émergence d'une scène littéraire différente, sur les réseaux sociaux notamment, parce que moi personnellement je ne peux pas aller dans les petits salons parisiens, dans les petites librairies qui font du stand-up et de la poésie lue à voix haute, parce qu'il me faut 2 heures de transport pour aller dans Paris, donc je ne peux pas participer à ce genre d'événements, mais le fait que tous ces événements-là existent est formidable parce qu'ils sont retranscrits aussi en podcast, ils existent en petits textes que tu peux lire a posteriori. Cette scène-là, elle n'existait pas à l'époque, ou très très peu. Très très peu. Elle a toujours existé, mais elle n'était pas aussi visible. Maintenant, on se voit, et c'est plus facile. Et ça, c'est parce que quelqu'un a transformé de l'effroi en parole. Et je pense que c'est une bonne manière de conclure cette vidéo, parce que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Pour essayer de jouer sur l'effet transition intéressante, on va parler de la thématique du club de lecture de février 2025. Donc au club sous la colline en février 2025, je vous propose de lire des livres en rapport avec la thématique du female rage. Qu'est-ce que c'est ? Et la définition que j'en donne moi, parce que c'est comme ça que j'ai formé ma sélection et c'est comme ça que j'aimerais qu'on oriente notre réflexion, c'est l'expression d'une colère en réaction à une discrimination ou une oppression. Dans notre cas, ça serait donc le patriarcat et la misogynie, mais on peut également l'appliquer à tout autre type d'oppression à laquelle on répondrait par une colère soit cathartique, soit d'ampleur très importante et qui passerait par on sort dans la réponse à cette oppression, on va y aller avec violence et avec fracas. Par exemple, un livre dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Les Orageuses de Marcia Burnier aux éditions Cambourakis, qui met en scène un groupe de femmes qui reprend le pouvoir sur un violeur. Ça fait du bien. Je t'ai mis la sélection sur le Discord du club de lecture que tu peux retrouver en barre d'infos. Et cette sélection comprend ces 3 romans-là, sachant que donc le vote est ouvert. À mon avis, le vote sera clos quand tu verras cette vidéo. Ce n'est pas grave, de toute façon, ces 3 ouvrages-là, moi, je vais les lire le mois prochain. Et pour savoir quel est le livre qui a gagné le vote, je t'invite à nous rejoindre sur le Discord. Et si tu veux le lire avec nous le mois prochain, c'est avec grand plaisir que nous t'accueillerons. Et c'est comme ça que j'aimerais orienter le club de lecture en 2025. J'aimerais partir sur des thématiques, c'est-à-dire reprendre la dynamique qui avait été mise en place sur la deuxième moitié de 2024, partir sur une thématique, proposer un canal où chacun pourrait s'exprimer sur cette thématique avec des recommandations de tout type de culture. Ça peut être des livres, des musiques, des films, des séries, des jeux vidéo, pourquoi pas. Partant de là, prendre un roman, un livre, peu importe la forme d'ailleurs, et le lire tous ensemble, tous et toutes ensemble. Je vais essayer de me tenir au rythme de une thématique par mois, en étant, je l'espère, dynamisée par le fait que je vais faire une vidéo par mois également. Et voilà, j'espère que ça te plaira, que tu voudras vivre l'aventure avec nous. J'espère que le programme pour 2025 te plaît. Je te donne rendez-vous dans un mois. En attendant qu'on se retrouve, je te laisse bouquiner. Et moi, je retourne lire. Ciao!